Bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire de lancement des conférences débats de l'espace de réflexion éthique sur la fin de vie. Bienvenue aux internautes qui sont en train de nous rejoindre. Je suis Aurélien Dutier, je suis chargé de mission à l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire. Pour les internautes qui sont en train de se connecter, vous pourrez poser vos questions sur la droite de l'écran. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat. Avant de faire un petit tour de table, de façon à ce que chacun puisse se présenter et puis qu'on puisse présenter aussi les objectifs de ce webinaire, je vais donner la parole à Miguel Jean pour quelques mots, un petit mot introductif, et puis ensuite on fait un petit tour de table des différents participants. Oui, alors merci, bienvenue à tous. Merci Aurélien d'avoir introduit ce webinaire. Merci à tous les collègues, les participants à ce webinaire qui prennent de leur temps, et je sais qu'il est souvent compté pour venir présenter ce webinaire de lancement des débats sur la fin de vie. Alors l'actualité, vous le savez, nous y a conduit à organiser ces temps de rencontres au sein de la région des Pays de la Loire, avec l'idée de débattre, de discuter, de questionner cette thématique sur un mode apaisé. En tout cas, c'est l'ambition que j'ai, pour que tout le monde puisse s'exprimer sur une question qui est souvent à l'origine de débats passionnés. Et le groupe de travail emmené par Thierry Jeanfebvre, que je remercie là pour son temps, son énergie, a construit un certain nombre d'événements qu'on va pouvoir détailler lors de ce webinaire. Et puis, on aura différentes interventions. Donc voilà, très brièvement, l'ambition, c'est de donner la parole, de réfléchir et de questionner ensemble dans un climat apaisé. Je te redonne la parole, Aurélien. Merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction. Donc voilà, l'objectif du webinaire, ce sera de présenter, d'évoquer les grandes thématiques, les grands sujets de questionnement qui ont été travaillés par le groupe de travail sur la fin de vie du Conseil d'orientation de l'espace éthique. Thierry Jeanfebvre pourra après déplier ces éléments-là. L'idée de ce webinaire, c'est aussi de pouvoir présenter de façon très générale le cadre juridique actuel autour de la fin de vie en France. Là, je donnerai la parole à Maïali Bouteille. L'idée, ce sera aussi de pouvoir présenter de façon assez synthétique l'avis du CCNE sur la fin de vie. Je présenterai quelques éléments. Et puis l'idée, ce sera de pouvoir présenter les différents événements déjà prévus par l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, des événements, des conférences débats sur la fin de vie qui auront lieu sur tout le territoire. Est-ce que vous voulez bien peut-être qu'on fasse un petit tour d'écran pour que chacun puisse se présenter en début de webinaire? Donc, Magali Marionneau, est-ce que vous acceptez de bien vouloir vous présenter rapidement? Oui, bonjour. Donc, je suis Magali Marionneau, je suis psychologue au foyer de vie de Mortagne-sur-Sèvre, donc en Vendée, et je suis également donc animatrice de l'espace éthique, voilà, de cet établissement, mais aussi d'établissements autour du pays de Mortagne. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Aude Pignon, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Bien sûr, bonjour à tous. Je m'appelle Aude Pignon, donc je suis médecin sur le service de soins palliatifs du CHU d'Angers, longtemps responsable de l'unité de soins palliatifs et puis maintenant responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs depuis un an. Je suis également vice-présidente de la CASPA, qui est la coordination angevine des soins palliatifs, qui est une association qui regroupe les acteurs de soins palliatifs sur le 49. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Magali Bouteille pour qu'elle puisse se présenter. Alors attention ton micro. Voilà. Je suis Magali Bouteille-Boucan, je suis maître de conférence en droit privé à l'Université du Mans. Je dirige par ailleurs le master droit de la santé de cette université et le laboratoire Temisom, et je suis spécialisée dans tout ce qui est question de statut juridique du corps humain, droit des patients, allant de la conception, on va dire, jusqu'à la fin de vie. Donc voilà, et donc les questions autour de la fin de vie soulèvent des questions juridiques très importantes. Merci beaucoup. Et puis, je vais laisser Thierry Jeanfebvre se présenter et puis je lui laisserai la parole pour qu'il puisse indiquer les grands sujets, les grandes thématiques qui ont pu être évoquées, travaillées un petit peu par le groupe de travail du Conseil d'orientation sur la fin de vie. Merci Aurélien, bonsoir à tous.
et à toutes. Je suis donc Thierry Jeanfèvre, je suis médecin, pneumologue de formation, avec une spécialité complémentaire en oncologie. Je travaille au CHU d'Angers où je suis membre du comité d'éthique qui possède une consultation d'éthique clinique, ce qui est important, de mon point de vue, dans un établissement de cette importance. Alors, je ne vais pas développer trop comment dire, le travail du groupe de travail fin de vie de l'espace de réflexion d'éthique des Pays de la Loire, mais je vais repositionner un petit peu l'historique de notre problématique de ce soir. Ce groupe de travail existe depuis quelques années. Malheureusement, comme dans beaucoup de domaines, son activité a été contrariée par la pandémie Covid-19. Nous avons pris un certain nombre de réunions dès lors que les blocages liés à la pandémie se sont atténués, notamment en début d'année, avec le projet, je le dis là parce que ça pourrait être un rendez-vous futur, de confronter les approches de la fin de vie au niveau des différents pays francophones, européens et extra-européens d'ailleurs. Mais malheureusement, l'actualité, comme cela a été dit par Miguel Jean tout à l'heure, a bousculé un petit peu ce projet. Pour autant, j'espère qu'on pourra le mettre en œuvre. Et donc, comme vous le savez, le Comité consultatif national d'éthique a demandé aux espaces régionaux d'organiser des conférences, débats de sensibilisation sur la fin de vie, à la suite, en fait, assez précisément, d'un avis qu'il a rendu en début septembre 2022, pardon. Cet avis fait suite à une autosaisie du comité par lui-même sur une éventuelle évolution des pratiques françaises en matière de fin de vie. À la suite de la publication de cet avis, le numéro 139, la présidence de la République française a relayé cette demande le 13 septembre dernier en lançant un débat national sur la fin de vie avec l'aide d'une convention citoyenne organisée par le Conseil économique, social et environnemental dans le but d'auditer, d'entendre l'avis de la population française. Et je pense que là, il y a une grande opportunité de pouvoir s'exprimer sur ces questions très importantes. Alors, dans l'avis 139 du CCNE, qui va être développé par Aurélien et par Magali, la réflexion s'articule autour de deux thèmes importants, le respect de l'autonomie, la solidarité collective, mais à côté ou indépendamment de ces principes, et c'est tout l'objet un petit peu de l'élaboration et des discussions que nous avons eues au sein du groupe de travail fin de vie de l'ERPL, eh bien, d'autres choses nous ont semblé très importantes, et je voudrais en parler un petit peu là. Si la question de l'autonomie reste cruciale, bien sûr, en termes de définition, d'évaluation, ne serait-ce que pour apprécier la recevabilité d'une demande de mettre fin à sa vie, les questions éthiques autour de la fin de vie ne se résument pas nécessairement au débat, certes inévitable, et c'est l'objet de ces discussions, sur le suicide assisté et l'euthanasie. En effet, de nombreuses autres questions concernant la fin de vie restent prégnantes, comme par exemple, et ça a été évoqué à plusieurs reprises au sein du groupe de travail, le défi du lieu de la fin de vie. Quand on constate qu'en France, 85% des personnes décèdent à l'hôpital, alors que 60% déclarent vouloir décéder à domicile. D'autres défis concernant l'information, par exemple, sont à prendre en compte au sein d'une société, la nôtre, qui est très ambivalente à l'égard de la mort, ambitionnant sans cesse de la repousser à grand renfort de technique, au risque de l'occulter, et en oubliant ce faisant, par conséquent, les questions pratiques qu'elle pose le jour venu. Le défi de la formation des professionnels de santé, qui va être évoqué par le docteur Pignon tout à l'heure, sont aussi prégnantes. Les professionnels de santé ont logiquement les mêmes aspirations que leurs concitoyens et ils sont formés en France à l'image des attentes de la société, c'est-à-dire
axé sur la détection, la prévention, le diagnostic, le traitement des maladies, plutôt que sur la démarche palliative qui est centrée sur la personne. Et toutes ces problématiques suscitent bien sûr des questions éthiques. Alors, je vous invite bien sûr à suivre, mais surtout à participer à ces débats, comme l'ont exprimé Miguel Jean et Aurélien Duthier tout de suite, sur ces questions qui sont évidemment essentielles. Car les dangers de l'ignorance sont très importants. Les dangers de ne pas savoir ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas, pour nous-mêmes, par méconnaissance des possibilités actuelles de prise en charge ou par une fuite en avant. Et puis aussi les dangers de ne pas transmettre ou savoir comment transmettre nos volontés. Pour autant, une partie importante de la société française exprime ou semble exprimer le risque d'être privé du choix des modalités de sa fin de vie. Alors, je voudrais dire une chose importante de mon point de vue, et c'est le fruit de ce que j'ai entendu au sein du groupe de travail, mais d'autres réunions régulières, notamment au sein du CHU d'Angers sur les soins palliatifs. Un choix n'est vraiment un choix qu'à la condition qu'il soit éclairé, c'est-à-dire après une bonne compréhension de ces enjeux. Car ne nous méprenons pas, ce n'est pas avec une plus grande offre de choix qu'on choisit mieux. Voilà, je laisse la parole à mes collègues qui vont développer un peu plus avant toutes les tenants et aboutissants, je dirais, de ce que nous voulons mettre en œuvre. Et je reprendrai la parole, si besoin, tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Thierry pour ces quelques mots. Je rappelle juste aux internautes qu'ils ont la possibilité d'écrire leurs questions, leurs remarques, et ce sera relayé et on pourra essayer d'y répondre après les différentes présentations. Je laisse la parole maintenant à Magali Bouteille pour nous donner quelques éléments sur le cadre juridique actuel, sur la fin de vie, et ensuite je donnerai quelques éléments sur l'avis du CCNE que Thierry Jeanfebvre a évoqué. Très bien. Alors, les questions posées au droit par les situations de fin de vie sont particulièrement douloureuses. Très médiatisées, comme ont pu le prouver l'affaire Vincent Lambert ou encore le récent recours à l'assistance médicale au suicide de Jean-Luc Godard, elles peuvent paraître opposer des valeurs contradictoires. D'une part, le droit ou la liberté de disposer de son corps. Cette revendication, d'ailleurs, s'inscrit dans le cadre toujours croissant de revendications de liberté individuelle et résulte notamment de l'allongement de la vie par le biais de techniques médicales de plus en plus perfectionnées, mais aussi par la peur de la mort et de la souffrance qui peut l'accompagner, mort qui est de plus en plus dans nos sociétés occultée de la vie. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais alors qu'auparavant les cadavres étaient au cœur de la cité, aujourd'hui les cimetières se construisent à l'extérieur de nos cités. En donnant l'illusion d'une maîtrise des processus physiologiques, les progrès scientifiques encouragent en effet la revendication d'un droit à une mort douce, à une euthanasie. À cette revendication d'un droit à disposer de son corps s'opposent les principes de l'indisponibilité du corps humain et de dignité de la personne humaine, dont on peut d'ores et déjà remarquer que ce sont des principes aux contours très flous qui peuvent être revendiqués ou dans un sens ou dans un autre par les partisans de la reconnaissance de l'euthanasie. Si nul ne peut rester insensible au sort des personnes touchées et dont la mort est envisagée, par elles-mêmes lorsqu'elles sont conscientes ou par les proches lorsqu'elles sont condamnées à un irrémédiable coma, les solutions envisageables sont de deux ordres. La première consisterait à dépénaliser l'aide active à mourir, c'est-à-dire l'acte d'ôter la vie pour procurer une mort douce, et ceci que l'on parle d'une euthanasie ou d'une assistance médicale au suicide. La seconde solution consisterait à préférer accompagner le patient dans la mort en arrêtant les traitements inutiles et en essayant, dans la mesure du possible, d'éviter les souffrances du patient concerné. C'est clairement dans cette seconde voie que s'est engagé le législateur français pour lutter contre le mal mourir. Les solutions dégagées par la loi du 9 juin 1999 visaient à garantir le droit d'accès aux soins palliatifs. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a prévu le droit à un refus de l'acharnement thérapeutique. La loi du 22 avril 2005, qui est souvent appelée loi Leonetti, affirmait le devoir pour le médecin de s'abstenir de toute obstination déraisonnable. Et la loi 2016 Clay-Leonetti est encore venue améliorer le dispositif en renforçant l'effet de la volonté du patient et en affirmant un droit à la sédation profond. Malgré cet important dispositif, le sentiment que l'on meurt mal en France persiste.
Aussi, après avoir rapidement brossé l'état du droit positif, mettrons-nous en évidence quelques-unes de ses limites. Alors, s'agissant de l'état du droit positif de la fin de vie, il s'articule autour de deux grands axes. Le premier, c'est le maintien de l'interdiction de l'aide médicale à mourir, et le second, l'affirmation d'un droit aux soins palliatifs et à la sédation profonde. Alors, le maintien de l'interdiction de l'aide médicale à mourir repose sur des grands principes, le droit à la vie, et plus encore, le droit à l'inviolabilité du corps humain. Ce principe énonce que chacun a droit au respect de son corps, le corps humain est inviolable. Ce principe d'inviolabilité du corps humain a pour corollaire le principe d'intégrité du corps, qui interdit toute atteinte non légitime à ce dernier. Alors bien sûr, l'article 16.3 du Code civil prévoit également des exceptions à ce principe, exceptions qui sont basées toutes sur l'exigence d'un consentement, mais il convient de remarquer que si le consentement est nécessaire pour porter atteinte au corps humain en cas de nécessité médicale, le consentement à lui seul ne saurait légitimer une atteinte au corps humain en dehors des nécessités médicales et à la seule volonté du patient. Cet interdit est d'ailleurs confirmé dans le Code de déontologie médicale qui énonce que le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Le non-respect de cette interdiction est passible de sanctions pénales lourdes, le fait de donner volontairement la mort à autrui, pouvant caractériser l'infraction de meurtre, d'assassinat ou encore d'empoisonnement. L'ensemble de ces qualifications peuvent en outre admettre des circonstances aggravantes liées notamment à l'état de vulnérabilité de la victime. Soulignons que le consentement donné par la victime ne saurait donc être reconnu comme un fait justificatif de ces infractions. La persistance de l'interdiction de l'euthanasie et plus largement de l'aide médicale à mourir n'est pas pour le moment remise en cause par les juridictions européennes. La Cour européenne des droits de l'homme hésite toujours dans l'imposition en fait, du droit à mourir, et elle a rendu notamment deux arrêts célèbres. Le premier, c'est l'arrêt Preti en 2002, où une femme qui était atteinte d'une maladie dégénérative incurable avait souhaité que son mari l'aide à mourir, et elle avait demandé à la Cour européenne des droits de l'homme d'affirmer son droit à l'aider à mourir, mais elle ne voulait pas que son mari en subisse les conséquences pénales. La Cour européenne des droits de l'homme a affirmé que le droit à la vie ne s'accompagnait pas nécessairement d'un droit à obtenir la mort. Sur une décision plus récente, on peut voir une inflexion quand même de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'elle considère que le droit de choisir le moment et la manière dont on meurt fait partie du droit au respect à la vie privée. C'est l'arrêt Haas contre Suisse en 2011. En revanche, elle atteignit tout de suite la portée de son affirmation en disant que même à supposer que les États aient une obligation positive d'adopter des mesures permettant de faciliter un suicide dans la dignité, en l'occasion, les autorités suisses n'avaient pas violé cette obligation. Donc en fait, on voit bien qu'elle hésite à imposer des obligations positives à l'égard des États. Quoi qu'il en soit, si l'interdit est maintenu, on assiste également à un renforcement de l'efficacité des refus de traitement. Donc, l'exigence de consentement à l'acte médical, évoquée précédemment, implique la possibilité pour le patient de refuser un traitement. Et là, le droit français va distinguer deux hypothèses, celle du patient conscient et en état d'exprimer sa volonté, et celle du patient hors d'état d'exprimer sa volonté. Alors, lorsque le patient est conscient, le refus opposé à un traitement, y compris si le refus peut avoir des conséquences létales, devrait être respecté par le médecin. Mais ce médecin doit accompagner, effectivement, avec des soins palliatifs jusqu'à la fin de la vie. Lorsqu'au contraire, l'état du patient ne permet pas de recueillir la volonté de ce dernier, l'arrêt des traitements susceptibles d'entraîner le décès suppose le respect d'une procédure collégiale qui est prévue dans le Code de la santé publique et qui est définie par voie réglementaire. Cette procédure doit respecter la volonté éventuellement exprimée par le patient dans des directives
2016 a renforcé le caractère contraignant pour le médecin. En revanche, il est vrai que le médecin va pouvoir les écarter en cas d'urgence et pendant le temps d'une nécessaire évaluation complète de la situation et lorsqu'elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. La procédure collégiale permet aussi de recueillir la volonté du patient par l'intermédiaire de la personne de confiance, mais dont la parole n'est qu'un témoignage qui est prioritaire parmi d'autres, mais qui reste un témoignage. Alors, on interdit donc l'aide médicale active à mourir, on renforce le droit au refus de soins du patient, mais à côté de ça, on affirme un droit aux soins palliatifs et à la sédation profonde. Donc, si le droit français refuse le suicide assisté, il n'en cherche pas moins à apaiser les souffrances des patients. Et comme le soulevait Jean Leonetti, laisser mourir, ce n'est pas laisser crever. Le droit aux soins palliatifs est ainsi reconnu dès la loi de 1999, qui prévoit que toute personne malade dont l'état le requiert d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Les soins palliatifs y sont par ailleurs définis comme les soins actifs et continus, pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Ce droit à l'accompagnement palliatif n'a cessé d'être réaffirmé depuis, dans la loi de 2005, où les traitements mis en œuvre pour soulager la douleur pouvaient avoir pour effet secondaire d'abréger la vie du patient, sans que cela soit pour autant le but recherché. Ce double effet donc était prévu dès 2005, mais il était appliqué de manière très disparate sur le territoire et selon les équipes médicales. Il a dû être réaffirmé beaucoup plus clairement par la loi du 2 février 2016, à travers l'affirmation d'un droit à la sédation profonde. Donc, selon cette loi, le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade, en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. Les soins palliatifs peuvent, lorsque le patient le permet, être administrés à son domicile. Et cette même loi consacre donc un droit à la sédation profonde en affirmant que le patient peut demander, pour éviter toute souffrance et ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie. Cette sédation profonde peut être mise en œuvre à la demande d'un patient, mais uniquement lorsqu'il est atteint d'une affection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire au traitement, et lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter les traitements engage son pronostic vital à court terme. En dépit de cet encadrement légal en perpétuelle évolution, il est clair que le sentiment d'un mal mourir en France ou le sentiment que l'on meurt mal en France persiste et c'est renforcé par la comparaison avec d'autres systèmes juridiques, notamment le droit belge ou encore le droit québécois, qui ont légalisé l'assistance médicale au suicide ou encore l'euthanasie. Dès lors, il est intéressant d'envisager un petit peu les limites du droit actuel. Alors, il y en a beaucoup, je me suis contentée de brosser un tableau générique. Alors, on pourrait d'abord évoquer les limites techniques qui ont été dramatiquement mises en évidence par l'affaire Vincent Lambert. En effet, cette affaire a mis en évidence les imprécisions quant à la portée à donner à l'avis des proches. Et on pourrait parler d'obstination procédurale dans le cadre de l'affaire Vincent Lambert. La question également de l'interprétation des directives anticipées pourrait être posée, et de la même manière, on pourrait s'interroger sur la portée du refus des parents de se soumettre à une décision d'arrêt des traitements pour leur enfant, qui sont très peu claires finalement dans la loi, enfin, qui mériteraient en tout cas d'être clarifiées. Mais je ne m'arrêterai pas sur ces considérations techniques qui pourraient être assez facilement améliorées en prenant exemple, par exemple, sur le droit québécois qui opère une gradation entre les proches qui peuvent s'exprimer. C'est d'abord le conjoint, ensuite les parents, etc. Je garderai plutôt mon attention sur deux limites actuelles de notre droit. La première limite, et à mon avis la plus importante, c'est l'ambiguïté de notre droit.
Elle apparaît particulièrement lorsqu'on constate l'écart entre la fermeté de l'interdit de l'aide médicale à mourir et la relativité de son application. Je m'explique. Si l'interdiction est fermement affirmée dans les différents codes et dans les différents textes, et si les sanctions sont lourdes, cette fermeté n'est qu'apparente. En effet, si un médecin qui aide activement un malade à mourir encourt à n'en pas douter les poursuites pénales de meurtre, d'assassinat, voire d'empoisonnement, en pratique, les juridictions se montrent beaucoup plus clémentes, soit en esquivant ces qualifications, soit en prononçant des sanctions légères quant aux faits incriminés. L'exemple de l'affaire du médecin Bonnemaison est assez édifiant, puisqu'il était poursuivi pour avoir mis fin à la vie de 7 patients. Et le médecin a pu être acquitté pour 6 de ces 7 actes. Et pour le dernier, il a été condamné uniquement à 2 ans de prison avec sursis. Par ailleurs, l'écart entre la fermeté de l'interdit et la pratique peut également être constaté quand on constate que si le droit français interdit l'aide médicale à mourir, il permet aussi une sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès. Dès lors, et même si ça peut avoir pour effet d'abréger la vie, dès lors, on peut se poser la question, et certains se posent la question, est-ce que ce droit à la sédation profonde et continue n'est pas une aide médicale à mourir qui ne dirait pas son nom? Ces ambiguïtés, qui peuvent s'expliquer par la volonté de préserver les principes fondamentaux évoqués précédemment, nuisent à une bonne appropriation par le corps médical de la loi et à sa bonne perception par le public, et contribuent du coup à la perception que l'on meurt mal en France. Une autre limite réside dans l'absence d'appréhension de la diversité des situations de fin de vie par le droit. Or, en se référant à la fin de vie, le droit semble appréhender cette notion de manière homogène. La notion de fin de vie est en effet très difficile à cerner. Quand commence-t-elle? À quel moment peut-on ou doit-on être considéré comme étant en fin de vie? Or, précisément, la difficulté réside dans le fait qu'il n'y a pas une fin de vie, mais des fins de vie. La situation de la personne qui est condamnée par la maladie à court terme ne saurait être traitée de la même manière que celle dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Aussi, si le droit français offre bien une solution à la première, il est de faible secours pour la seconde. Dès lors, une réflexion juridique sur la diversité des situations de fin de vie et sur leur temporalité est nécessaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Magali, pour cet éclairage sur les aspects juridiques. Avant que je prenne la parole et que je présente rapidement l'avis du CCNE, il y avait une question qui portait sur la jurisprudence française. Et la question était de savoir si est-ce que la jurisprudence française admet la possibilité de ne pas respecter le refus de soins. Est-ce que éventuellement tu aurais quelques éléments sur cette question précisément? Alors, il y a eu il y a eu plusieurs arrêts récents. Normalement, il y avait une jurisprudence avant 2005, avant 2002, pardon, il y avait une jurisprudence par laquelle le Conseil d'État considérait que quand il y avait une urgence vitale, quand le refus de traitement pouvait avoir des conséquences vitales, à certaines conditions, le Conseil d'État pouvait dépasser le refus de soins. Les lois de 2002, de 2005 et de 2016 avaient paru condamner cette jurisprudence, mais dans un arrêt du 22 mai 2022, le Conseil d'État est revenu sur sa jurisprudence précédente. Ça montre bien, encore une fois, l'écart qui existe entre les principes de droit et la façon dont ils sont appliqués par le Conseil d'État. Mais je pense qu'il y a surtout derrière ça une méprise. C'est pas parce que, alors en l'espèce, pour la petite histoire, c'est un patient qui a un grave accident. Il avait sur lui une lettre comme quoi il ne voulait pas être réanimé. Et il avait une lettre disant que, comme il était témoin de Jéhovah, il n'acceptait pas de transfusion sanguine. Sa personne de confiance, en l'occurrence son frère, a toujours été là pour le répéter à l'équipe médicale. Et pourtant, l'équipe médicale a quand même fait des transfusions sanguines, et pas une, plusieurs transfusions sanguines, y compris quand l'état du patient était stabilisé. Le Conseil d'État a pourtant considéré qu'en dépit du refus réitéré, on pouvait remettre en cause
le refus parce qu'il y avait, c'était indispensable à la survie et dans des proportions, enfin, il fallait que ce soit proportionné au nécessaire. À mon avis, c'est une mauvaise interprétation du Conseil d'État. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est basé sur le fait qu'il y a deux exceptions. Il y a deux exceptions, si vous voulez, au caractère contraignant des directives anticipées. L'urgence, le caractère inadapté ou non conforme à la situation. Or, quand on s'interroge sur ça, on peut soit le percevoir comme une exception au refus de soins, auquel cas on ne comprend plus beaucoup, on ne comprend plus bien. Le législateur a bien prévu qu'il y a un refus de soins, y compris s'il y a des conséquences létales. Donc, on ne comprend pas la décision du Conseil d'État. On peut aussi voir, non pas ces deux éléments comme des exceptions, mais plus, au contraire, comme un renforcement de la volonté du patient. En cas d'urgence, c'est pour s'assurer de la conformité à la situation des directives anticipées. On prend le temps, on réanime le temps de voir si ça correspond à la situation. De la même manière, quand les directives anticipées ne sont pas conformes ou inadaptées à la situation. Donc là, encore une fois, à mon avis, ce n'est pas des exceptions, c'est justement pour renforcer la volonté du patient. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je pense qu'il répondra parfaitement à l'interrogation de l'internaute sur la question des refus. Du coup, moi, je me propose, à la suite de l'intervention de Magali Bouteille sur le cadre juridique, de reprendre quelques éléments de l'avis du CCNE, d'en faire une petite synthèse. Et après, je vous propose qu'on puisse déplier, présenter un petit peu les différents événements qui sont d'ores et déjà prévus sur la région, sur la question de la fin de vie. Donc, comme le rappelait Thierry Jean Febvre, hein, effectivement, cet avis 139 du CCNE, c'est une autosaisine. Ce n'est pas une demande du gouvernement, c'est une autosaisine du CCNE de juin 2021. Donc l'élément central qui a été très médiatisé sur cet avis, c'est, je cite, qu'il existe une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir, mais qu'il ne serait pas éthique d'envisager une évolution de la législation si les mesures de santé publique recommandées dans le domaine des soins palliatifs ne sont pas prises en compte. Donc globalement, l'avis se compose de deux grandes pistes. D'abord, le renforcement des mesures de santé publique dans le domaine des soins palliatifs. Et puis l'autre aspect, c'est les exigences éthiques incontournables en cas de dépénalisation de l'aide active à mourir. Les deux grands principes sont mis en avant, la question du devoir de solidarité envers les personnes les plus fragiles et puis la question du respect de l'autonomie des personnes. Il y a trois grandes parties dans ce compte-rendu. La première partie aborde les précédents avis du CCNE sur la question de la fin de vie et les différentes évolutions législatives qui sont advenues sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. Dans cette partie-là, il est fait constat d'un certain nombre d'enjeux autour de la fin de vie qui sont régulièrement repris ou énoncés en sciences humaines, dans la littérature, que ce soit d'un point de vue historique ou en sciences humaines, anthropologie, en sociologie. Des éléments d'abord sur le fait que la fin de vie suscite encore des interrogations et des inquiétudes de la part des concitoyens. Autre élément, les paradoxes entre une mort qui est parfois très très exposée dans les médias, par exemple, mais à côté de ça, le fait que la mort est très souvent esquivée, déniée, voire reniée. C'est ce que Magali Bouteille a évoqué par rapport à la place des cimetières tout à l'heure. Donc il y a ce paradoxe-là qui est énoncé. Il y a le fait que la médecine est devenue le cadre principal aujourd'hui de la fin de vie, éclipsant parfois des dimensions plus sociales et familiales. Et cette forte médicalisation, voire une surmédicalisation, déplace la question de la fin de vie au domicile vers des lieux de soins. Autre élément qui est évoqué, le fait que la mort peut être encore aujourd'hui accueillie, représentée comme un échec de la part des équipes médicales, et que finalement la fin de vie est peut-être moins en moins perçue comme un temps essentiel de l'expérience humaine. Autre élément qui est aussi soulevé, le fait que l'allongement du temps de la vie provoque peut-être l'idée d'une tentation d'une mort pressée, le sentiment d'une urgence à mourir. Et autant peut-être les différentes techniques médicales ont pu rallonger le mourir, autant il y a peut-être une attente, une pression aussi sociale de raccourcir ce temps-là. Et ça, c'est un élément qui va être aussi important par rapport aux enjeux sur la fin de vie et à la question des suicides assistés à l'euthanasie. Le CCNE évoque le fantasme peut-être dangereux d'un idéal d'un bien mourir,
et puis l'idée d'une aggravation aussi de la situation d'isolement des personnes âgées, notamment, avec cette idée que pour un certain nombre de personnes vulnérables, il pourrait y avoir l'idée d'un sentiment d'être un fardeau pour autrui. Et ça, cet élément-là va être aussi important à prendre en compte. Comment des personnes peuvent s'auto-approprier une vision aussi péjorative d'eux-mêmes et en quoi ça peut jouer dans les échanges et dans les débats autour de la fin de vie. Et puis, le CSCNE évoque une demande de plus en plus importante de la société en faveur de l'aide active à mourir, et puis un décalage entre l'appropriation du droit relatif à la fin de vie et son application. Donc, au-delà de tous ces éléments qui sont évoqués dans la vie, il y a plusieurs dangers qui sont explicitement posés. Celui d'abord de l'indifférence. Je cite, les souffrances et les demandes d'aide active à mourir qui sont consécutives invitent à nous opposer fermement à la banalisation de l'indifférence et à poser un interdit à la différence. Et puis l'autre élément qui est soulevé par le CCNE dans cette partie-là, c'est que la médecine et le système de santé doivent éviter au maximum d'engager des traitements ou de recourir à des techniques qui seraient susceptibles de faire advenir des situations limites pour lesquelles on est dans des dilemmes très compliqués, des dilemmes qui seraient finalement trop lourds à porter de la part des équipes, de la famille. Et puis l'une des pistes évoquées, c'est l'approfondissement par les soignants de la frontière entre obstination déraisonnable et arrêt des thérapeutiques actives, le développement systématique des procédures collégiales, l'acculturation à la mise en œuvre d'une désescalade thérapeutique lorsque nécessaire. Donc ça, c'était sur la première partie. La deuxième partie concerne les problématiques de nature éthique soulevées par des situations de fin de vie. Et d'abord, ce qui est évoqué, c'est les questions éthiques relatives à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires actuelles. Ce qui est évoqué par le CCNE, c'est qu'il y a une reconnaissance universitaire et financière insuffisante concernant le développement des soins palliatifs actuellement. Le CCNE déplore la modestie des moyens engagés dans les soins palliatifs, les inégalités encore dans l'accès aux soins palliatifs, l'insuffisance dans l'enseignement et la recherche, et le fait que l'enseignement de l'approche de la mort, des soins palliatifs, reste encore difficilement accessible. Et puis, l'idée aussi que le secteur médico-social et la médecine libérale ne réservent aucun tarif propre aux soins palliatifs et une part essentielle des soins serait ainsi sous-valorisée. Ce qui est aussi évoqué dans cette partie-là, c'est donc la nécessité d'un renforcement du rôle effectif de la personne de confiance et une valorisation des directives anticipées. Ça, ce sera un élément qu'on abordera avec Magali Marionneau. Ce qui est mis en avant par le CCNE, c'est un respect de la dimension délibérative de la procédure collégiale. Et puis, c'est un déploiement qui reste encore insuffisant de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ça fait partie des pistes évoquées par le CCNE. Dans cette deuxième partie, le CCNE aborde également des questions éthiques relatives aux situations des personnes souffrant de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances réfractaires dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, mais à moyen terme. Alors ça, c'est peut-être un élément qui sera aussi échangé dans les différents débats. Le CCNE estime que le cadre juridique actuel est satisfaisant lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Et c'est sur le pronostic à moyen terme que les choses sont échangées et discutées. Et puis la troisième partie de l'avis concerne directement les recommandations donc propres, et là c'est le cœur de l'avis du CCNE, puisque, encore une fois, l'idée c'est qu'il existerait une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir, mais à certaines conditions extrêmement strictes, et le CCNE aborde 3 grands éléments qui seront des conditions indispensables à une mise en application éthique de cette aide active à mourir. La première condition, c'est le renforcement des mesures de santé publique dans le domaine des soins palliatifs. Alors, plusieurs éléments sont évoqués et je ne rentre pas forcément dans les détails. L'idée que les soins palliatifs fassent partie des priorités de santé publique et des différentes politiques actuelles, le fait d'assurer le développement effectif d'une discipline universitaire qui serait celle des soins palliatifs, le fait de soutenir davantage la recherche interdisciplinaire sur la fin de vie, de valoriser les soins relationnels, l'accompagnement des personnes malades et de leurs proches, de renforcer les soins palliatifs au domicile et dans les établissements médico-sociaux, d'inscrire les soins palliatifs dans le cadre de programmes régionaux de santé, de procéder à des meilleurs délais d'évaluation rigoureuse, notamment vis-à-vis de la loi du 2 février 2016, afin de préciser l'ampleur des besoins en termes de soins palliatifs, et puis de soutenir l'expression anticipée de la volonté. Donc là, ça rejoint la question des personnes de confiance et les directives anticipées. Donc, première condition,
un renforcement conséquent des différentes mesures de santé publique en direction des soins palliatifs. L'autre aspect, l'autre condition, c'est des exigences éthiques incontournables en cas donc de dépénalisation de l'aide active à mourir. Là, on rentre dans le cœur de la recommandation, puisque en cas de législation sur l'aide active à mourir, là je cite le CCNE, l'accès légal à une assistance au suicide devrait être ouverte aux personnes majeures atteintes de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances physiques ou psychiques réfractaires, dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. C'est vraiment dans ces conditions strictes que le CCNE pose un certain nombre de choses. Autre aspect important, pour les personnes qui ne seraient pas physiquement aptes à un tel geste, le CCNE s'interroge, mais sans trancher, sur un accès légal à l'euthanasie sous les mêmes conditions d'un pronostic vital engagé à un horizon à moyen terme, et oriente là vers éventuellement l'appréciation d'un juge, vraiment dans cette situation très précise. Et puis un aspect important, la demande d'aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d'une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d'une procédure collégiale. Ce sont vraiment les mots du CCNE. Je pense que ces éléments-là, ces critères-là, feront aussi l'objet d'échanges et discussions dans les conférences débats. Un autre élément important, la décision de donner suite à une demande d'aide active à mourir devrait faire l'objet d'une trace écrite argumentée et serait prise par le médecin en charge du patient. Un aspect également qui sera, je pense, échangé et discuté dans les différents moments de conférences débat. Le médecin en charge du patient et des autres professionnels de santé participant à la procédure collégiale devrait pouvoir bénéficier d'une clause de conscience. Cette clause de conscience, elle est actuellement très discutée. Clause de conscience accompagnée d'une obligation de référer le patient à un autre praticien susceptible de donner suite à cette demande. Et puis, la loi telle que réformée par donc, les dispositions envisagées au point précédent, devrait faire l'objet d'une évaluation dans un délai maximum de 5 ans après la mise en œuvre et être réévaluée ultérieurement. Ça, c'est un aspect extrêmement récurrent dans le domaine de l'éthique, la nécessité d'une réévaluation au fil du temps d'une mesure aussi importante. Et puis, la troisième condition, c'est la nécessité d'un débat public. Et là, donc, nous voilà au cœur de ce webinaire avec l'idée de faire vivre la réflexion éthique sur ce sujet-là et donc d'inscrire la question du débat public sur ces questions dans le prolongement de cet avis. Un élément, peut-être une remarque importante à donner sur cet avis du CCNE, c'est qu'au cœur de l'avis, après donc ces éléments importants, figure une réserve qui est signée par 8 membres du CCNE et qui s'opposent, ou en tout cas qui émettent des réserves très importantes vis-à-vis de cet avis central. Et parmi les différents points qui sont argumentés dans cette séquence de cette réserve-là du CCNE, il y a plusieurs éléments sur le message qui serait envoyé d'une telle évolution législative, et notamment vis-à-vis des personnes gravement malades en situation de handicap ou âgées. Je cite cette petite réserve signée par les 8 membres du CCNE. Ne risque-t-elle pas, donc cette évolution législative, être perçue comme le signe que certaines vies ne méritent pas d'être vécues? Nous nous inquiétons que cette loi potentielle suscite une forme de culpabilité, voire un complexe de vivre chez des personnes souffrant déjà d'une exclusion sociale. En outre, comment concilier une évolution législative de l'aide active à mourir avec la nécessaire prévention du suicide et des politiques d'accompagnement de la vieillesse? Voilà, cette réserve-là aussi, je pense que cette tension, cette incompatibilité a priori entre la prévention du suicide et puis une évolution législative sur ce domaine-là sera aussi, je pense, discutée sur les différents éléments de débat. Donc voilà ce que je me proposais de vous présenter sur cet avis du CCNE. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir peut-être présenter un certain nombre de temps, d'événements qui sont déjà programmés dans le cadre de la région des Pays de la Loire avec l'espace de réflexion éthique. Je me proposais de vous présenter déjà quelques événements. D'abord, et c'est des événements que vous allez retrouver sur le site internet de l'espace éthique. Le premier événement, c'est une conférence débat qui sera organisée au centre hospitalier de Cholet, co-organisée avec le CARE. Le CARE, c'est le groupe éthique de l'hôpital de Cholet. Alors malheureusement, les personnes du CARE de Cholet ne sont pas présentes ce soir pour m'aider à vous présenter cet événement.
C'est donc un événement qui aura lieu de 18h à 20h à la salle Verlaine au centre hospitalier de Cholet, et puis sera discuté avec le docteur Romain Pardonneau, qui est en charge de l'équipe mobile de soins palliatifs à Cholet. Sera discuté tout ce qui a pu être évoqué déjà sur la définition de la fin de vie. Magali Bouteille parlait, ça commence quand la fin de vie? Ce sera des éléments de définition qui seront proposés. Des éléments également autour de la sédation profonde et continue, des problématiques autour des soins palliatifs au domicile, et puis quelques pistes aussi sur l'évolution de notre rapport à la mort et les conséquences d'une évolution législative sur le sens et des pratiques vis-à-vis des soignants, le risque de perte de sens, le risque également de difficultés en termes d'identité professionnelle. Donc ça, c'est le premier élément, le premier événement. Un autre événement sera également programmé le 8 décembre 2022 à Nantes, à l'amphithéâtre de l'UFR de pharmacie de Nantes, 9 rue Bias, où seront invités Caroline Aignon, qui est donc la responsable à la fois du comité d'éthique de l'hôpital de La Roche-sur-Yon, du CHD de Vendée, et également la responsable du groupe éthique de l'hôpital. Seront également invités Michel Malherbe, qui est un philosophe, un professeur honoraire à l'Université de Nantes, qui s'est beaucoup intéressé à cette question de la fin de vie et notamment à la problématique autour de l'accompagnement des maladies d'Alzheimer. Seront aussi conviés Jacques Ricot, qui est un philosophe qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup publié sur la question de la fin de vie, et également Frédéric Worm, qui est le directeur de l'École normale supérieure. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer un éclairage à la fois philosophique et médical sur la question de la fin de vie, où seront évoqués, échangés, discutés la question: est-ce que l'acte d'euthanasie, le suicide assisté, peut être appréhendé comme un acte de soin? Ça sera un élément de débat, puisque les différents interlocuteurs auront probablement des avis assez différents sur cet aspect-là. Et puis des éléments de réflexion également sur la notion de souffrance, puisque ça fait partie des éléments qui sont identifiés comme des critères qui pourraient légitimer la question de l'assistance au suicide et de l'euthanasie. Donc, qu'est-ce que c'est une souffrance et comment la penser et comment examiner cet aspect-là? Donc, ça fera partie des différents éléments qui seront examinés et discutés. Un autre élément, et là je vais donner tout de suite la parole au docteur Aude Pignon, un autre événement prévu qui sera organisé en janvier 2023 à Angers, et qui sera plutôt réservé aux étudiants d'IFSI et aux étudiants également de l'UFR Santé. Et là, je vais arrêter de parler, donner la parole à Aude Pignon pour qu'elle puisse présenter les grands axes, les grands sujets qui seront discutés lors de ce temps-là. Je vous donne la parole tout de suite. Mais effectivement, je vous annonce la conférence débat tel que nous l'avons pensé sur Angers, avec une approche un peu différente effectivement de celle qu'Aurélien tu viens de nous présenter, puisque le public sera différent. Il s'agit de s'adresser à des étudiants engagés dans les études du secteur de la santé. Alors on n'a pas encore complètement défini les disciplines, mais ça sera certainement les études de médecine, pharmacie, kiné, les IFSI, aides-soignantes. Donc on va mûrir ça et pour identifier ça de façon plus précise. Donc, on va s'adresser en fait à un public jeune, concerné, je dirais, à plusieurs titres en fait, par les questions de la fin de vie. D'abord en tant que citoyen, comme chacun d'entre nous, peut-être un jour futur usager de santé. Et puis, leur particularité, c'est qu'ils seront concernés en tant que futurs professionnels de santé à la fin de leurs études. Donc, en fait, on a ciblé ce public parce qu'il aura à prendre en charge des patients, des familles, puisque la fin de vie est quand même majoritairement prise en charge par les soignants. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même une évolution sociétale par rapport du rapport à la mort, en fait, qui fait que la mort, elle est devenue essentiellement sous contrôle médical. Alors, ça s'explique aussi certainement par les progrès aussi de l'antalgie, qui font que l'apaisement des souffrances nécessite souvent une compétence médicale, mais ça devient un sujet qui est quand même très médical ou médicalisé. Donc, les soignants sont évidemment des acteurs, on peut penser, incontournables dans les soins aux personnes qui vont mourir. Et à ce titre, leur consultation dans le débat parlementaire qui s'annonce nous semblait également incontournable. Donc, c'est pour ça que nous allons nous tourner vers les étudiants.
Alors, le débat que nous prévoyons, en fait, se fera en plusieurs temps. L'essentiel, ça sera un temps de discussion, en fait, avec les étudiants. On aimerait pouvoir les impliquer, les consulter et mieux comprendre, en fait, leur perception du sujet. Et pour cela, on pense qu'il faut d'abord alimenter un peu le débat. Donc, on fera une intervention, en fait, préalable qui, on l'espère, ne va pas trop influencer les avis qu'on aura après. Donc, c'est pour ça qu'on a pris l'option, en fait, de partir de la pratique des soins, en fait, de notre quotidien de soignant et d'amorcer, en fait, le débat sur un regard sur les pratiques de soins en fin de vie. Et essayer d'évoquer ce qui nous anime, en fait, en tant que soignants, ce qui peut nous porter en tant que soignants à soigner, à prendre soin les personnes en fin de vie et évoquer aussi ce qu'on traverse en fait avec eux tout au fil de la maladie, dans le parcours qu'ils ont à vivre et évoquer également ce que ça peut susciter en nous. Donc on a l'ambition en fait de pouvoir parler dans cet échange de nos difficultés, de nos intérêts et aussi de nos moyens ou de nos manques de moyens aussi pour soigner nos patients et pour prendre soin d'eux. Alors, on espère que cette intervention, ça sera aussi un peu l'occasion de faire un rapide tour d'horizon sur l'organisation des soins palliatifs, que ce soit dans le monde institutionnel ou dans le monde libéral. Et puis que ce soit aussi l'occasion de faire peut-être une synthèse rapide également de l'évolution des lois, mais on l'abordera peut-être pas sous un angle très théorique en termes d'information sur les lois, mais plutôt de façon réflexive pour voir quel est l'impact en fait de l'évolution des lois dans notre pratique de soignants et voir comment, ce qui joue en fait dans la relation patient-soignant autour de ces lois, comment les patients en fait se les approprient et qu'est-ce que ça change dans la relation, comment le patient est intégré aux prises de décision, comment le patient peut aborder sa volonté et comment nous, on lui propose de l'aborder. Donc voilà un peu comment on a prévu les choses. Donc un temps d'abord théorique pour un peu donner de la matière, donner des cartes pour alimenter le débat, et puis un temps de débat après de discussion dans lequel on espère susciter l'émergence de questions autour de l'aide active à mourir. Merci beaucoup pour la présentation de ce temps. Je vais donner tout de suite la parole à Magali Marionneau pour l'autre projet d'événement qui aura lieu en Vendée et qui sera plus spécifiquement centré sur la question des directives anticipées et de la personne de confiance, puisque déjà, avant même toute évolution législative, il y a d'emblée des questionnements éthiques qui se posent de façon très aiguë sur ces dispositifs. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que sur La Roche-sur-Yon, c'est encore en préparation au niveau du lieu, de la date, des intervenants, de la construction de ce temps-là. Mais effectivement, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir faire une conférence débat sur ce territoire qui permettra de balayer tout le territoire des Pays de la Loire. Donc, vraisemblablement, effectivement, en courant février ou mars. Donc, avec cette thématique des directives anticipées, donc par association aussi, donc la personne de confiance. Donc, plusieurs points de questionnement, vous le disiez, émergent lorsqu'on aborde les directives anticipées. Alors, ça a été un petit peu abordé donc, avec Magali Bouteiller donc, par rapport à ce caractère contraignant des directives anticipées, mais aussi donc, ces exceptions, donc, en situation d'urgence vitale, ou si les directives anticipées semblent inadaptées donc, dans le contexte médical actuel. Donc, nous sommes ici donc, dans un discours qui peut être contradictoire. Je suis invitée à réfléchir à mes souhaits et volontés pour ma fin de vie, s'il m'arrive quelque chose, pour le dire dans le langage commun, mais il est possible qu'on n'en tienne pas compte, dans un premier temps, tout du moins. Donc la personne de confiance, là, alors, aura toute sa place, ou encore, il pourra être mis en place donc, la procédure collégiale, telle qu'on en a parlé aussi tout à l'heure. Et bien sûr, il est bien compréhensible qu'en situation d'urgence, accident cardio-respiratoire par exemple, que les intervenants, que ce soit les pompiers, les SAMU, ne répondent qu'à l'exigence de sauver la vie, si possible. Donc, cela pose aussi la question de l'accès aux directives anticipées. Qui y a accès? Où sont-elles tracées? Donc, le CCNE, dans son dernier avis, propose qu'elles soient accessibles dans le dossier médical partagé, donc à condition que ce support soit exploité aussi.
Le deuxième point de questionnement éthique concernant les directives anticipées concerne le cadre des maladies chroniques évolutives. Le CCNE l'évoque dans son dernier avis. Donc, nous avons récemment évoqué ce point avec des psychologues qui travaillent dans le cadre de soins palliatifs, que ce soit à domicile, en EHPAD, en foyer de vie ou en masse, ou encore à l'hôpital. Le constat est qu'un faible nombre de patients ou de résidents ont rédigé des directives anticipées. Donc voilà, s'agit-il d'une méconnaissance, d'un refus de se projeter dans la fin de vie, donc effectivement des débats dont il sera aussi question dans les autres conférences probablement. Et donc la question du recueil des directives anticipées se pose aussi. Les soignants doivent également être informés de ce qu'elles sont. Donc récemment, une personne en établissement médico-social devait subir une intervention chirurgicale. L'établissement hospitalier transmet un questionnaire de directives anticipées aux patients. L'équipe l'accompagne à remplir le questionnaire. Quelques mois plus tard, nouvelle intervention, nouveau questionnaire, nouveau recueil de directives anticipées. Donc, il est donc important de rappeler que les directives anticipées sont un droit et non une obligation et qu'elles restent d'actualité, sauf si la personne souhaite les modifier. Donc, on voit bien que les soignants ont aussi des informations à avoir sur ces directives anticipées au même titre que les résidents et les citoyens eux-mêmes. Le recueil des directives anticipées doit-il se faire à l'arrivée de la personne en établissement? Souvent, la question lui est posée à l'entrée. Avez-vous rédigé des directives anticipées? Mais il est peut-être plus difficile pour les soignants de réaborder cette question à distance. Et là, on peut aussi se poser la question de la place des tuteurs dans cette démarche-là. Quel rôle peuvent-ils avoir aussi? Autre point de vigilance par rapport aux directives anticipées, donc dans la situation des personnes en grande vulnérabilité, donc personnes avec de graves troubles de la communication, de la compréhension, des troubles neurocognitifs par exemple, elles ne pourront pas s'exprimer sur leurs directives anticipées. Il s'agit là d'une perte de chance pour exercer aussi un droit. Comment on peut accompagner aussi ces personnes-là? Enfin, nous pouvons questionner la rédaction des directives anticipées pour tout un chacun. La vie est une maladie mortelle. Donc, nous serons donc tous concernés par notre fin de vie à un moment donné. Et là encore, le constat est que peu de personnes rédigent leurs directives anticipées. Rédiger des directives anticipées nous invite à nous positionner sur une certaine préférence dans une situation future, imaginaire, un au cas où. Peut-on faire un choix entre un état de dépendance à une machine, à des soignants, ou la mort, être débranché, pas d'acharnement, comme on l'entend dans le discours commun? Il s'agit alors de faire un choix hypothétique en état de bonne santé. Cela pose la question du sens de la vie, on l'a évoqué, du sens de ma vie. Ma vie vaut-elle d'être vécue et vaudrait-elle d'être vécue dans un état de dépendance ou de maladie? Et dans cet état-là de maladie ou de dépendance, le choix que j'ai fait bien portant serait-il le même? Cela pose donc la question des capacités d'autodétermination. Le CCNE l'évoque bien, ces capacités d'autonomie, cette notion d'autonomie, donc capacités d'autodétermination sur des choses médicales. Suis-je en capacité de déterminer ce qui me conviendrait dans une situation médicale donnée que je ne maîtrise pas? Cela met donc en balance le principe d'autonomie et de bienfaisance du corps soignant. Aborder mes directives anticipées, cela m'oblige à envisager ma propre finitude. Est-ce si facile dans une société, comme on l'a dit, où l'on a écarté la mort? Alors même que depuis toujours, les philosophes antiques le soulignaient, l'homme agit comme s'il était immortel. Enfin, peut-on y voir une tentative de contrôle sur la mort? Puisque la mort peut venir à tout moment, je décide en amont, si je la préfère, à un état de dépendance. Je tente de conserver un certain contrôle sur ma vie et sur ma mort. Pour terminer, puisque notre réflexion s'inscrit également dans une réflexion plus globale concernant donc la législation sur la fin de vie, devrait-on envisager d'inscrire dans les directives anticipées le souhait d'euthanasie ou de suicide assisté, comme effectivement ça peut être le cas pour la sédation profonde? Donc voilà toutes les questions que nous aurons à débattre lors de notre conférence débat de La Roche-sur-Yon. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Magali Marionneau. Écoutez, on commence à aller sur, ça va être la fin de notre webinaire de lancement. L'idée de ce webinaire, c'était de présenter le cadre juridique, de présenter l'avis de ce CNE, de présenter quelles seront les différentes thématiques travaillées dans les événements et puis de pouvoir aussi restituer quelles ont pu être les thématiques et les sujets travaillés par le groupe de travail. Je vais donner la parole à Miguel Jean pour la conclusion de ce petit temps de webinaire et vous inviter
à pouvoir participer, à vous inscrire sur ces différents événements. Et l'idée est de pouvoir au maximum faire vivre la réflexion éthique sur des sujets qui sont aussi importants. Oui, merci. Je serai très bref et mon temps de parole sera consacré à des remerciements que j'adresse à tous les intervenants pour à la fois la clarté de leur exposé et puis l'envie qu'ils nous donnent d'aller participer à tous ces débats pour réfléchir ensemble à cette question qui reste une question très, très complexe. Donc, merci à toutes, merci à tous, et puis on se donne rendez-vous aux événements que vous avez évoqués. Un grand merci. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci également à toutes et à tous. Moi, j'ai eu le plaisir de commencer la coordination, mais les choses sont juste un lancement. Et donc, j'espère que ces conférences intéresseront le plus grand nombre et puis que des débats fructueux nous permettront d'avancer, de mieux comprendre en fait les désirs, les difficultés, les angoisses de chacun. Merci à toutes, merci à tous. Merci Thierry. Merci. Merci.